Et pour terminer cette émission, je vous propose de partir à la rencontre de Jean Guo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Connexio. Alors, c'est une association qui forme les plus vulnérables aux compétences numériques. Aujourd'hui, vous êtes présentée par le collectif Sista comme l'une des 10 femmes à suivre dans la tech en France. L'année dernière, Forbes vous comptait déjà parmi les 30 entrepreneurs européens de moins de 30 ans à suivre. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes en train de devenir en fait un rôle modèle ? Je pense pas. Pour moi, en fait, je suis très ancrée sur le terrain. Je suis très soudée par mes équipes parce que c'est aussi des efforts très collectifs de pas juste moi, mais aussi toute l'équipe Connexio, nos formateurs, nos bénévoles, nos partenaires. Donc, je pense que tout ce qu'on avait pu faire jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à vraiment en fait cette communauté de la famille de Connexio. Et néanmoins, sans les classements, moi, je vous aurais peut-être jamais invité parce que tout simplement, je vous connaissais pas. Et pourtant, à Bismart, on a l'habitude de faire un gros travail de recherche sur les profils. Donc, ça reste quand même nécessaire, selon vous, ces classements pour montrer que oui, des femmes qui réussissent dans la tech, c'est possible? Je trouve, oui, d'une certaine manière, c'est très important aussi de pouvoir partager les belles initiatives, justement, les efforts qui étaient faits, parce qu'aujourd'hui, je trouve il y a quand même encore du progrès, de travail à faire pour justement rendre le monde de la tech ici en France plus inclusif, plus divers. Et on voit aussi qu'il y a vraiment des forts intérêts à la fois pour la richesse de l'économie et pour pas mal d'autres raisons pour pousser en cours en fait ces enjeux. Alors vous, à la base, vous destiniez pas du tout à entreprendre dans la tech. J'ai regardé votre parcours. Vous avez un parcours académique fait largement aux États-Unis. Votre vocation, c'était la recherche en économie. Alors pourquoi vous avez basculé jusqu'au moment où vous avez fondé Connexio? C'est toujours un parcours assez typique et je dis aussi, je suis le deuxième type d'entrepreneur où j'étais vraiment pris par des enjeux si forts. Je me dis, il faut que je fasse quelque chose pour traiter ces problèmes. Et donc, à la base, en 2015, je suis venue en France pour devenir chercheuse. J'étais à l'école d'économie à Paris et j'étais sur le terrain auprès des publics très vulnérables. Et ce que j'avais vu, c'est qu'il y avait pas mal de situations ou des solutions qui portaient sur tout ce qui est services urgents pour certains de ces publics, nourriture, logement, mais pas autant sur un peu l'insertion professionnelle plus long terme. En fait, le montée en compétences, l'emploi, l'insertion socio-professionnelle qui sont des clés en fait de l'intégration long terme. Et donc c'est comme ça Connexio a été commencé dans une salle de formation, un groupe d'apprenants. Et je pense que c'était en 2016 quand j'avais lancé ce premier groupe d'apprenants et j'ai découvert à la fin de cette première session de cours qu'on avait eu que j'avais 3 apprenants qui venaient 100 km par train chaque semaine de prendre les cours. Donc, leur niveau de motivation d'aller physiquement si loin me donnait vraiment, en fait, cette motivation aussi d'aller faire quelque chose pour eux. Et pourquoi vous n'avez pas fait ça aux États-Unis? Vous êtes lancé ici en France alors que vous avez fait tout votre parcours. Vous êtes arrivé aux États-Unis, je crois, à 5 ans. Donc, pourquoi la France aujourd'hui? Pour moi, c'était justement d'un côté les recherches qui m'ont amené à voir qu'il y a beaucoup de choses à faire et que j'aurais pu avoir un impact là tout de suite. Même dans le milieu académique, on peut avoir aussi des belles études, des recommandations, mais ça prend du temps. Et pour moi, j'étais plus dans l'action, dans l'immédiat. J'étais aussi des amis avec certaines de ces personnes aussi. Et pour moi aussi, il y a une histoire assez personnelle derrière parce que j'avais aussi fait un trajet où je suis née en Chine, j'ai grandi aux États-Unis et à travers mes parents, j'avais vu aussi des obstacles quand on vient d'arriver dans un nouveau pays. On n'a pas forcément les compétences pour le marché en soi, le réseau professionnel, les codes. Et donc, j'ai vu aussi tous les enjeux on peut voir. Et je aussi, de mon côté, voulais faire quelque chose pour, dans un autre environnement, complètement différent, pour aussi aider, en fait, de mon manière, en fait, ces personnes-là. Alors, j'ai vu dans une interview à Madinès, vous avez dit le numérique, c'est une montagne d'opportunités, mais c'est aussi une source d'exclusion. La fracture numérique, aujourd'hui, ça reste un vrai sujet. C'est ça qui vous anime finalement avec Connexio. Exactement. Je pense qu'on voit en fait les opportunités quand on peut saisir ces opportunités numériques, mais aussi en fait les barrières d'exclusion socio-économique. Aujourd'hui, en France, on a 13 millions de personnes, donc ça fait 1 sur 5 qui sont exclues numériquement. Soit ils n'ont pas la connexion, le matériel, ni les compétences pour vraiment pouvoir saisir de ces opportunités. Et donc ça commence avec toutes les démarches administratives. On voit aujourd'hui pour aller sur Pôle emploi, CAF,
les impôts jusqu'à en fait toutes les démarches sont faites pour postuler pour un emploi. Par exemple, l'identité professionnelle en ligne à travers un profil LinkedIn, tout ça c'est très important. Et justement avec la crise Covid, l'impact, on avait vu selon McKinsey des études que la crise a fait un effet d'accélération de toute la partie digitalisation, transformation digitale de 7 ans. Et on sait qu'avec tout ce qui va passer, le numérique va devenir de plus en plus important sur les années et les décennies à venir. Alors, de quelle formation est-ce qu'on parle aujourd'hui quand on parle de Connexio? Vous formez d'abord quel type de personnes et à quoi concrètement? Oui, donc on a 3 missions principales chez Connexio. Le premier, c'est de former les publics. Donc ça va commencer avec vraiment les bases informatiques, communication digitale. Et on travaille avec des publics assez précaires. Ça peut être des personnes réfugiées, des jeunes sans diplôme, des personnes en reconversion professionnelle, des personnes aussi sous-représentées aussi dans le secteur numérique aujourd'hui, jusqu'à des formations assez professionnelles poussées sur les métiers développeurs, techniciens, des compétences assez poussées en cloud et cybersécurité. Ensuite, on a aussi 2 autres missions principales qui sont de sensibiliser, faire beaucoup ce travail, parce qu'un des enjeux aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, justement. Et on fait beaucoup un travail sur le terrain. On va aller dans des maisons d'emploi, dans les missions locales. On fait des ateliers découvertes où on va faire témoigner des gens dans le métier, de développeurs ou d'autres, pour montrer en fait à quoi ressemble justement leur métier, ce qu'il peut faire, c'est quoi le potentiel aujourd'hui. Et finalement, on a aussi beaucoup un travail d'accompagnement, de suivi personnalisé, où on met justement en fait nos apprenants en relation avec tout un réseau de partenaires entreprises assez solide. Et vous vous financez comment alors ? Aujourd'hui, on travaille sur un modèle de financement assez diversifié. Donc, en tant qu'association, on travaille avec des partenaires publics et privés, soit en forme de subvention publique ou mécénat privé. Également, on est un organisme de formation qui nous permet justement de pouvoir financer des parcours certifiants sur des dispositifs de la formation professionnelle. On sait que là, l'emploi, et notamment l'emploi des jeunes, va être un gros défi pour les mois à venir. Comment est-ce que vous l'observez, vous, chez vous ? Est-ce que vous avez, je sais pas, plus de demandes de formation, par exemple? Exactement. Je pense pour nous, depuis en fait, la crise Covid, on avait vu 2 choses. Et déjà, selon les dernières études de la OCDE, il y avait 10 ans de progrès annulés sur les jeunes, justement, avec la crise, l'impact sur l'insertion socio-professionnelle. Et donc, d'un côté, on voit de plus en plus de demandes et aussi des nouveaux types de publics qui arrivent chez nous qui n'étaient pas forcément en fait, touchés avant. Ça peut être en fait, sur des publics, par exemple, on travaille avec beaucoup des jeunes, des missions locales, et c'est assez étonnant, mais on a 1 sur 2 qui n'a pas une boîte mail quand ils arrivent chez nous. 1 sur 2? Oui. Ah oui. Et pour nous, c'est aussi de montrer que quand on parle de numérique, il y a aussi beaucoup de nuances dans les lacunes. On peut être très débrouillard sur Snapchat, TikTok et tous les réseaux sociaux, les applications que même je ne connais plus aujourd'hui. Mais ces jeunes, quelquefois, ils ont des freins vraiment sur toute la partie professionnelle. Donc, on les demande d'aller naviguer sur Pôle emploi, rédiger un mail professionnel avec tous les codes, les biens, en fait, les phrases pour des employeurs ou même actualiser leur CV, là, ils ont des freins énormes. Et donc, notre objectif, c'est de justement enlever ces freins, travailler à la fois sur les compétences numériques et aussi les compétences relationnelles qui sont importantes aujourd'hui pour aller vers le marché de l'emploi. Est-ce que vous avez l'intention de vous diversifier ? Je crois que vous êtes aussi présente à l'international, non ? Oui, exactement. Aujourd'hui, on a un modèle plutôt où on va développer sur des nouvelles régions en France. On est déjà présente à Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine, et bientôt à Lille, dans les Hauts-de-France. Mais aussi, on avait un modèle de partenariat au niveau international où là, notre modèle, c'est de travailler avec les grandes institutions comme les Nations Unies, où on déploie actuellement dans un camp réfugié au Malawi. C'est au GLK, c'est le plus grand camp de réfugiés francophones en Afrique. Et on a objectif maintenant aussi parce qu'on avait eu plutôt des beaux résultats de ces premiers programmes dans le camp au Malawi. On va aussi répliquer ou dupliquer le programme en Jordanie et au Kenya avec les mêmes partenaires. C'est quoi votre ambition pour Connexio ?
Notre ambition d'ici 2023, c'est d'impacter directement 10 000 personnes. Pour nous, c'est vraiment d'avoir une ambition où on veut dire, en fait, si on a réussi nos missions dans les années à venir, tout le monde aujourd'hui qui doit faire face à des enjeux d'exclusion socio-économique parce qu'ils ne maîtrisent pas autant les compétences numériques, ont en fait et les opportunités et ils vont pas justement en fait avoir ces freins, ces barrières qui les empêchent de révéler leur talent aujourd'hui. Oui, parce que la tech en fait c'est un vecteur d'inclusion finalement. Oui, pour ce, et je pense qu'il faut ramener, en fait, on doit être tous ensemble justement pour ramener les personnes qui sont exclues aujourd'hui, pour qu'ils puissent aussi en profiter de toutes ces belles opportunités. Merci beaucoup Jean Guo. Je rappelle que vous êtes donc la cofondatrice de Connexio. Merci à tous d'avoir été avec nous dans Bismart, l'émission. Bien évidemment, on se retrouve vendredi prochain. Et puis d'ici là, vous avez rendez-vous lundi à la même heure avec Stéphane Soumier. Bon week-end à tous.